And we're going to have to fight much harder. We're going to walk down to the Capitol. Where there's probably about 300 convoys every direction eastbound toward the United States Capitol. I am not allowed to say what's going to happen today because everyone's just going to have to watch. The fire is now unclear riot. 39 hours declaring it a riot. President Trump's view that the rioters were not doing anything wrong and that, quote, Mike deserved it. Salut, aujourd'hui on va parler d'un événement qui marquera à jamais l'histoire des États-Unis. Ça s'est produit le 6 janvier 2021 alors que quelques milliers de personnes ont essayé de renverser le résultat d'une élection en prenant d'assaut le Capitole. Cette journée restera gravée comme l'une des plus sombres de l'histoire américaine. Dans cette vidéo, on va retracer heure par heure ce qu'il s'est passé, mais on va aussi voir comment ce qui semblait être une insurrection spontanée a en réalité été préparé pendant plusieurs semaines. Pour commencer, il faut remonter au 3 novembre 2020, jour d'élection présidentielle aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate, fait face à Donald Trump, président en poste et candidat à sa propre réélection, soutenu par le parti républicain. Et si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement des présidentielles aux États-Unis, sachez que c'est légèrement différent de ce qu'il se passe en France. Aux États-Unis, il y a 50 États, chaque État comporte un certain nombre de grands électeurs en fonction du nombre d'habitants, et pour chacun de ces États, le candidat arrivé en tête récupère automatiquement tous les grands électeurs de celui-ci. Une fois tous les bulletins dépouillés, on fait donc la somme des grands électeurs pour chaque candidat, et celui qui en a le plus remporte l'élection. Et c'est important de comprendre ça pour la suite de cette vidéo. Ce jour-là, Joe Biden remporte les élections avec 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump, et il devient donc le 46e président des États-Unis. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Mais Trump refuse d'accepter ce résultat car pour lui l'élection a été volée par les démocrates. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Et pour prouver ce qu'il dit, il évoquera des choses qu'on lui a dites ou qu'il a vues sur des vidéos, sans pour autant fournir les preuves dont il parlait. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun élément concret permet de confirmer sa version des faits. Mais malgré ça, 5 ans plus tard, il continue d'affirmer que cette élection lui a été volée, alors que plusieurs de ses proches ont depuis avoué que ce n'était pas le cas. Alex Cannon was one of President Trump's campaign lawyers. One of his responsibilities was to assess allegations of election fraud in November 2020, discussing what he told White House Chief of Staff Mark Meadows. I remember a call with Mr. Meadows where Mr. Meadows was asking me what I was finding and if I was finding anything. And I remember sharing with him that we weren't finding anything. When was that conversation? Probably in November. The Trump campaign's general counsel, Matt Morgan, gave similar testimony. Le but était en réalité de faire monter le sentiment d'injustice auprès de ses partisans. Il va même entamer une campagne de désinformation massive auprès du grand public, surnommée le Grand Mensonge. Et en coulisses, il fait appel à Roger Stone, un soutien de longue date. C'est lui qui avait convaincu Trump de se présenter à l'élection présidentielle de 2016. Roger Stone n'est pas forcément quelqu'un de très connu du grand public. Il a fait parler de lui lors de la campagne présidentielle de 2016, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il a en effet été condamné pour obstruction, faux témoignage et intimidation de témoins, suite à une enquête sur l'ingérence russe lors des élections présidentielles en question. Cette fois-ci, la mission de Stone est de prendre contact avec des groupes sympathisants d'extrême droite violents dans le but de préparer un assaut sur le Capitole afin d'empêcher la validation de l'élection si d'ici là Trump n'y arrivait pas de son côté. Le 11 décembre, Stone rencontre Enrique Tarrio, le leader des Proud Boys, un groupe connu pour ses actions violentes, ses positions nationalistes, anti-immigration et anti-féministes. Leur rôle sera central car ils devront guider la foule mais aussi créer les premières brèches dans la sécurité du Capitole. Stone rencontre aussi des membres des Housekeepers et des Sleeper Center, deux milices d'extrême droite composées principalement d'anciens militaires et d'anciens policiers. Ils feront office de service d'ordre afin de pouvoir être proches des événements tout en étant armés. Showing Roger Stone, a confidant of former President Donald Trump, flanked by men wearing insignias of a militia group. Les premiers échanges sont assez rapides, mais un doute persiste pour ces groupes. Est-ce que Trump est réellement derrière tout ça? Ce doute sera complètement dissipé le 19 décembre, lorsque Donald Trump publiera un tweet tristement révélateur. Ce message galvanise ses partisans les plus radicaux et sert aussi de signal pour que l'attaque du Capitole puisse s'organiser. En parallèle de tout ça, Trump tente d'utiliser sa position pour changer le résultat des élections dans certains États clés, et notamment l'État de Géorgie qui compte 16 grands électeurs. Le 2 janvier 2021, il appelle directement le secrétaire d'État de Géorgie Brad Ravensburger pour lui demander de lui trouver 11 780 voix. I just want to find 11,780 votes because we won the state and flipping the state
is a great testament to our country. Durant cet échange, Trump menace Ravensburger de conséquences judiciaires s'il ne coopère pas. L'appel a duré un peu plus d'une heure, durant laquelle Trump multiplie les fausses allégations et les menaces à l'encontre du secrétaire d'État. Si vous le souhaitez, l'intégralité de la conversation est disponible avec toutes les sources dans la description de la vidéo. Cet échange est rendu public par le Washington Post dès le lendemain, provoquant une vague d'indignation et deviendra une pièce centrale des multiples enquêtes judiciaires sur Trump. Car le but de Trump est de faire basculer au moins un État en sa faveur, pour ensuite utiliser ce changement comme confirmation de ses théories du complot, dans l'espoir d'inverser l'élection. Mais suite à ces révélations dans le Washington Post, Trump comprend alors qu'il lui reste qu'une seule alternative, garder le pouvoir par la force. Nous sommes le 6 janvier au matin, la journée s'annonce sous très haute tension, les services de renseignement redoutent des heurts autour du Capitole, mais pour autant, la sécurité n'a pas été augmentée en conséquence. Pour vous donner une idée, il y avait environ 1400 agents de la police du Capitole en service ce jour-là, pour un effectif global autour de 2300 agents, et sur les 1400 agents en service, seulement 500 étaient présents pour surveiller le périmètre. Une demande avait pourtant été faite pour mobiliser la garde nationale en renfort, mais cette demande a été refusée. À ce jour, il n'existe pas de preuve établie que la sous-estimation des forces de police était délibérée ou non. Dès 6h du matin, les premiers manifestants arrivent à Washington pour le rassemblement Stop the Steal. I am not allowed to say what's going to happen today because everyone's just going to have to watch for themselves. But it's going to happen. Something's going to happen. Environ 15 000 personnes se rassemblent sur l'ellipse près de la Maison-Blanche pour assister au discours de Donald Trump. Parmi eux, environ 200 membres des Proud Boys et une quinzaine de housekeepers armés pour assurer la sécurité. Il faut attendre 11h50 pour que Donald Trump monte sur scène et prononce un discours incendiaire devant ses partisans. Il renouvelle ses accusations d'élections volées et exhorte ses partisans à marcher sur le Capitole et à se battre pour leur pays. We will stop the steal. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. And Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you, I will tell you right now. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. Alors que le discours est toujours en cours, plusieurs centaines de partisans pro-Trump, dont les Proud Boys, se dirigent vers le Capitole, dans le but d'empêcher la certification de l'élection et donc la défaite de Donald Trump. Les différentes enquêtes révéleront que le but de ces premiers départs était de préparer l'arrivée d'un plus grand nombre une fois le discours de Trump terminé. Sur place, les différents groupes contactés par Stone commencent à s'organiser pour préparer l'assaut du Capitole. La tension monte assez rapidement. Dans son discours, Trump accuse son vice-président Mike Pence de traître car il refuse de bloquer la certification. Il accuse aussi Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, de participer au vol de l'élection. Il est maintenant 12h50, le discours de Trump se termine. Sur les 15 000 personnes présentes au départ, environ 2500 d'entre elles ont parcouru à pied les 2 km qui séparent l'ellipse et le Capitole. À 12h53, les premières barricades tombent, ouvrant la voie vers le Capitole. Les policiers en sous-effectif sont rapidement débordés. À 13h49, le chef de la police du Capitole demande le renfort de la garde nationale. Gonna try to get compliance, but this is now effectively a riot. 49 hours declaring it a riot. Sa demande est refusée, parce que faire intervenir l'armée pourrait donner du poids aux allégations de Trump, qui depuis plusieurs mois martèle que l'élection lui a été volée. Durant toute cette journée, les forces de police ont demandé des renforts à 17 reprises, et à 14h13, les émeutiers brisent les fenêtres et forcent les portes pour pénétrer dans le Capitole. 10 minutes plus tard, via un tweet, Trump accuse Mike Pence, son vice-président, d'être un lâche et de ne pas avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait, alors qu'à ce stade, il sait pertinemment ce qu'il se passe au Capitole. Ce tweet met le feu aux poudres. Une véritable chasse à l'homme est alors lancée contre Mike Pence et Nancy Pelosi. Les milices armées profitent de la foule pour entrer dans le Capitole, les élus commencent à être évacués en urgence, mais les émeutiers progressent trop vite dans le bâtiment, il est impossible d'évacuer tout le monde. Certains élus se couchent entre les rangées de sièges pour se cacher, des agents se postent devant les portes barricadées, armes en main prêts à faire feu. Il n'y a dorénavant plus qu'une porte entre les émeutiers et les élus. À 14h44, un coup de feu retentit et c'est la stupeur à l'intérieur. Yeah. The fuck? Take your pins off. Pins off.
Certains membres du Congrès retirent leur badge pour ne pas être identifiés, d'autres contactent leur famille pensant passer leur dernier appel. You know, when the plane's going down or the building's on fire. It was just that calm. Quelques minutes plus tard, on apprend qu'un agent de la police du Capitole a fait feu sur une émeutière qui tentait de passer la porte qui séparait les émeutiers et les élus. Elle sera rapidement prise en charge par les secours, mais décédera des suites de ses blessures. Nancy Pelosi est escortée dans un lieu sécurisé à l'intérieur du Capitole juste avant que son bureau soit saccagé. Mike Pence, quant à lui, est déplacé dans un lieu tenu secret à l'intérieur du Capitole. Lors de son déplacement, il se retrouve à quelques mètres seulement des émeutiers, mais c'était sans compter sur le courage de l'officier Eugene Goodman, qui comprend le danger. Il provoque alors les intrus pour faire diversion et les emmener dans une autre direction. Les services secrets veulent évacuer Mike Pence hors du Capitole, mais il refuse pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne veut pas que ce soit l'image qui soit retenue de cette journée et ainsi donner gain de cause aux émeutiers. Et la deuxième, c'est qu'il soupçonne que les agents responsables de sa sécurité sont en réalité pilotés par Donald Trump. Il confiera même à un agent de confiance « J'ai confiance en toi, mais tu ne conduis pas le véhicule. Si je monte dans cette voiture, je ne sais pas où ils vont m'emmener. » Les craintes de Mike Pence, c'est que sa position soit directement transmise aux milices présentes sur place. La tension reste au plus haut pendant plusieurs heures, mais malgré ça, les élus se passent le mot pour rester sur place afin de pouvoir reprendre la séance, car au vu des actions de Donald Trump durant cette journée, les élus craignent qu'il n'utilise l'armée pour empêcher la reprise de la séance s'il quittait le Capitole. Pendant ce temps-là, Trump est lui retourné à la Maison-Blanche et regarde les événements à la télé sans intervenir. Dans le bureau ovale, son staff tente de le raisonner pour qu'il mette un terme à tout ça. When you talk about others on the staff thinking that the president needed to tell people to go home, who would you put in that category? Well, I would put Pat Philbin, Eric Hirschman, overall Mark Meadows, Ivanka, Jared, General Kellogg, Dan Scavino. And who on the staff did not want people to leave the Capitol? I can't think of anybody, on that day who didn't want people to get out of the Capitol particularly once the violence started. No. What about the president? I can't reveal communications, but obviously I think, Yeah. Let's pause on that last statement. Almost everybody wanted President Trump to instruct the mob to disperse. President Trump refused. La rumeur commence alors à courir que le 25e amendement pourrait être utilisé pour démettre Trump de ses fonctions s'il n'intervient pas. Cette rumeur sera d'ailleurs confirmée plus tard par les différentes enquêtes. La pression monte autour du président, mais lui n'a qu'une envie, c'est d'aller au Capitole avec ses partisans. Let's turn now to what happened in the president's vehicle when the Secret Service told him he would not be going to the Capitol. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel and motion towards his clavicles. Mais à 16h17, après 3 heures de chaos, Donald Trump poste une vidéo afin de demander à ses partisans de quitter le Capitole et il aura fallu attendre 17h20 pour qu'un millier de soldats de la garde nationale arrivent enfin sur place. Il sécurise alors les lieux et évacue les derniers émeutiers. Le bâtiment est lourdement endommagé. À 18h, tout Washington est sous couvre-feu afin de pouvoir sécuriser les alentours et permettre la reprise de la séance dans le Capitole. Facebook et Instagram suppriment tous les posts de Donald Trump. Twitter décide de suspendre son compte pendant 12 heures pour éviter toute reprise des hostilités. À 20h, le Capitole est enfin sécurisé. Les membres du Congrès se réunissent à nouveau dans un Capitole ravagé pour valider la victoire de Joe Biden, et c'est chose faite à 3h24 du matin. Cette journée aura coûté la vie à 5 personnes, dont un policier et environ 200 blessés. Quelques jours plus tard, Trump annonce sur Twitter qu'il ne se rendra pas à l'investiture de Joe Biden. Il sera ensuite banni de Twitter. Suite à ces événements, de multiples enquêtes sont ouvertes. Il en résultera plus de 1600 condamnations, principalement des émeutiers. Donald Trump est accusé d'obstruction à une procédure officielle, d'incitation à une insurrection et de conspiration contre les États-Unis. Mais il sera acquitté
concernant l'incitation à une insurrection. Et comme vous le savez, il a été réélu 47e président des États-Unis, donc les poursuites restantes le concernant sont suspendues. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire, car la majorité des poursuites pourrait reprendre une fois son mandat terminé, et parmi les personnes graciées, il y avait un certain Matthew Huttle qui avait fait le voyage avec son oncle le 6 janvier depuis l'Indiana pour participer à l'assaut du Capitole, mais 2 jours après la grâce présidentielle, il refuse un contrôle de police, sort son arme et est abattu par le shérif. L'assaut du 6 janvier marquera à jamais l'histoire des États-Unis, et même si la perception de chaque camp sera toujours radicalement opposée, certains assaillants ont depuis reconnu que leur acte était impardonnable et ont d'ailleurs refusé la grâce présidentielle. D'autres estiment avoir agi pour leur liberté et pour le bien de leur pays. Mais le récit final de cette histoire dépendra surtout des 4 prochaines années. Est-ce que les éléments liés aux enquêtes sur la responsabilité de Trump vont être protégés? Est-ce qu'il tentera de briguer un 3e mandat malgré la limite actuelle dans la Constitution? Beaucoup de questions sans réponse pour le moment, mais cette histoire nous montre que la vérité a parfois peu de valeur face à une rhétorique bien construite. Un homme prêt à exploiter les peurs et les colères de ses partisans peut façonner la réalité à sa convenance, au mépris des faits et de la démocratie.